maintenant, je vais aborder le sujet de l'optimisation hémodynamique et donc la tolérance de cette épuration extra-rénale. Stéphane vous l'a dit, dans la mesure du possible, eh bien, il vaut mieux attendre un peu et donner la chance aux patients de récupérer, ce qui va éviter de l'exposer au risque de l'épuration extra-rénale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et donc les risques hémodynamiques, maintenant on sait qu'ils sont communs à toutes les techniques qu'on peut utiliser, que ce soit continu, intermittent, de la diffusion avec de la dialyse ou de l'hémofiltration. Et quand on reprend un peu toutes les études qui ont regardé l'incidence des hypotensions et des arythmies, parce que c'est ça les deux principaux problèmes hémodynamiques, alors les chiffres sont très variables parce que ça dépend de comment on définit l'hypotension. Si c'est juste une baisse de la pression artérielle ou si c'est une vraie, enfin pas une vraie hypotension, mais une hypotension symptomatique qui nécessite vraiment un traitement. Vous voyez que les hypotensions, c'est quasiment la moitié des patients qui vont en faire, donc c'est pas négligeable. Et il y a 30% à peu près de ces hypotensions qui sont vraiment problématiques et qui nécessitent un traitement. Les arythmies, c'est de 15 à 40% des patients, hein, donc c'est très fréquent aussi. Et pareil, elles ne nécessitent pas forcément un traitement. Et c'est 30% à peu près où il va falloir faire une intervention thérapeutique. Donc vous voyez que c'est un problème qui arrive et donc il faut absolument essayer d'éviter ça. Alors les risques, ils sont bien sûr déjà liés aux patients, au type de patient qu'on va prendre en charge en épuration extra-rénale. C'est sûr que si on branche l'épuration extra-rénale chez un patient qui est en état de choc, en défaillance multiviscérale, c'est pas tout à fait pareil que chez un patient qui est monodéfaillant, qui est éventuellement un petit peu hypotendu, mais pas en défaillance multiviscérale. Donc, chez les patients en état de choc, vous voyez qu'ils ils ont tous, a priori, un problème hémodynamique, donc ils peuvent avoir une dysfonction cardiaque, ils peuvent être vasodilatés parce qu'ils ont un sepsis ou parce qu'eux aussi ils sont sédatés. Ils ont une fuite capillaire dans le cadre du sepsis, c'est-à-dire que l'eau ne va pas rester dans les vaisseaux et va fuir dans l'interstitium. Donc en termes de volémie et de remplissage, ça va poser problème. Ils peuvent être aussi hypovolémiques même sans sepsis, s'ils ont un choc hémorragique par exemple, qui n'est pas vraiment contrôlé. Et donc ces patients ne vont pas pouvoir s'adapter à l'agression entre guillemets liée à l'épuration extra-rénale. Donc il va falloir essayer de faire des réglages et gérer la tolérance hémodynamique pour éviter à ces patients d'avoir à s'adapter à de l'instabilité hémodynamique. Alors, les principaux problèmes que je vais essayer d'aborder, c'est qu'il va falloir éviter les variations volémiques. Par exemple, la baisse de l'urée, il va falloir gérer la balance hydrosodée et donc la déplétion. Il va falloir prévenir la vasodilatation, on va y revenir. Et puis aussi, il y a des petites choses pour éviter les dysfonctions cardiaques, particulièrement les troubles du rythme. Le premier message, Stéphane l'a abordé, il y a très peu de situations qui nécessitent un branchement, alors même pas rapide, mais là en extrême urgence. C'est-à-dire qu'il y a des patients effectivement qui vont arriver, particulièrement certaines intoxications, avec des hyperkaliémies importantes, une acidose extrême. Le premier traitement à faire chez ces patients, c'est un traitement médical. C'est une perfusion de bicarbonate qui sera beaucoup plus rapide en correction de l'acidose et de l'hypercalémie que d'attendre de mettre le cathéter, de monter la machine, et même l'effet de l'épuration ne va pas être très rapide. Donc ça laisse le temps quand même de stabiliser ce patient qui en général est en état de choc et il vaut mieux commencer par le remplir, mettre un vasopresseur, qu'il ait au moins une pression artérielle à peu près stabilisée avant de le brancher à un circuit extracorporel et à une dialyse. Le deuxième réglage, c'est le débit sanguin. Donc le débit sanguin, quelquefois on a encore la notion que plus il est élevé, plus ça va faire de l'instabilité hémodynamique. Non, ce n'est pas le cas avec les débits qu'on utilise en épuration extra-rénale, qui sont des débits tout à fait modérés, même si on tourne à 250 ml par minute. Et donc ça ne va pas influencer votre état hémodynamique. Et également, quand le patient chute sa pression artérielle, bien souvent, soit l'infirmière le fait spontanément, soit le docteur dit baisse le débit sanguin. Non, ça ne va pas changer le problème hémodynamique dans l'immédiat. Qui avait cette notion ou qui baisse le débit sanguin quand il y a de l'hypotension? Bon, ben voilà, c'est quasiment les 3/4 de la pièce. Bon, ça me rassure dans mes messages. Bon,
de passer de 250 à, je ne sais pas, vous faites quoi, à 250, vous mettez à 100 ou à 150, ça ne changera rien. Donc vous allez voir comment le débit sanguin peut effectivement générer un problème hémodynamique, mais sur une chute de pression artérielle, ça ne va pas changer le problème. Alors ça peut éventuellement arriver là, le problème du débit sanguin. Il va falloir donc maintenir le volume intravasculaire. Il va falloir maintenir l'eau dans les vaisseaux. Donc il va falloir éviter la fuite liquidienne en dehors des vaisseaux. Il va falloir éviter la vasodilatation, parce que ça, c'est pas un problème de volume, mais un problème de capacitance. Et puis il va falloir éviter trop de déplétion. Alors la fuite liquidienne, elle peut arriver quand on a une baisse trop rapide de l'urée. Je ne vais pas rentrer dans les détails physiopathologiques, mais quand on baisse l'urée très vite, eh bien, il va y avoir une fuite d'eau qui va aller jusque dans l'intracellulaire. Et donc là, vous comprenez bien que s'il n'y a plus d'eau dans les vaisseaux, l'hémodynamique, ça ne va pas aller. Et donc effectivement, si vous utilisez une clairance de l'urée élevée avec un débit sanguin élevé, particulièrement quand on fait de l'hémodialyse intermittente, oui, là, vous allez donc faire baisser l'urée très vite. Vous allez générer cette fuite liquidienne et potentiellement, ça va terminer mal avec de l'hypotension. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'un débit sanguin élevé peut générer de l'hypotension, mais ça ne va pas être immédiat. Et c'est au moment de la chute de pression, si vous baissez votre débit sanguin, l'effet bénéfique, ça va mettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc, dans l'immédiat, ça ne changera pas votre problème hémodynamique. Donc on prend son temps, on ne fait pas baisser l'urée trop vite, surtout que maintenant on dialyse tardivement, comme l'a dit Stéphane, et que les urémies des malades sont particulièrement élevées. Si on veut éviter cette fuite liquidienne, voire même essayer d'améliorer là le remplissage, c'est-à-dire de faire revenir l'eau dans les vaisseaux, eh bien, quand on utilise de l'hémodialyse intermittente, il est conseillé de mettre une concentration en sodium élevée dans le dialysat, pour qu'elle soit donc par diffusion élevée dans les vaisseaux. Et là, il va y avoir un gradient d'eau, un appel d'eau qui va sortir des cellules, qui va passer dans l'interstitium et revenir dans les vaisseaux par le système lymphatique. Et donc là, vous vous mettez dans les meilleures conditions pour maintenir le volume et voire même pour dépléter votre patient. Il va falloir éviter la vasodilatation. La vasodilatation, elle peut arriver dans deux circonstances avec l'épuration extra-rénale. C'est la gestion de la balance thermique. Vous savez que si notre température monte, eh bien, on va se vasodilater pour que le sang passe à la surface et puisse évacuer la chaleur. Il y a deux situations. Enfin, la balance thermique, elle est différente. Elle est différemment gérée quand on fait de l'hémodiafiltration avec des poches. Parce que même si on met les réchauffeurs, il va y avoir un gradient important de chaleur entre la membrane, enfin tout le circuit même, et la température extérieure. C'est de la diffusion, là aussi. Donc la température de la pièce, elle est à 25 degrés en général dans les services de réanimation. Donc vous allez avoir une déperdition de chaleur. Et là, il est peu probable, voire exceptionnel, que votre patient arrive à monter sa température. En revanche, il faut faire attention à cette situation, pas trop pour l'hémodynamique, mais pour plutôt le pronostic global d'un patient qui sera en choc septique, puisqu'on sait que de générer de l'hypothermie chez des patients en choc septique, c'est une mauvaise idée, puisque c'est associé à une surmortalité. Or, il est quand même très fréquent de voir des patients branchés en technique continue qui descendent leur température en dessous de 36. Et donc ça, il faut y faire attention. Pas pour l'hémodynamique, mais pour le pronostic du patient et tous les effets néfastes de l'hypothermie. Quand on fait de la dialyse avec de l'eau osmosée, avec un générateur, là, il faut régler la température du dialysat en dessous de celle du patient pour justement lui enlever un peu de chaleur. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on agresse un peu ces patients, le métabolisme va augmenter parce qu'ils vont être un peu instables et ils vont avoir une production de chaleur. Donc il faut l'enlever parallèlement. Et donc, on dit depuis des années, mais c'est vraiment des données pas très solides, qu'en moyenne, de mettre la température du dialysat à 2,5 degrés en dessous de la température du patient, là il a 38, on règle à 35,5, ça évite d'augmenter, que le malade augmente sa température. Ça ne marche pas chez tous les patients. Quelquefois, ce n'est pas suffisant, donc on peut être amené à baisser plus bas. Quelquefois, c'est trop, il va baisser sa température, donc on peut être amené à remonter la température du dialysat. Donc, un des messages, c'est qu'il faut surveiller la température des patients. Il n'y a rien de mieux qu'un bon sepsis pour faire de la vasodilatation. Donc, il faut prévenir les infections. C'est un circuit extracorporel, c'est des manipulations de circuits, c'est des cathéters,
c'est éventuellement de l'eau osmosée qui ne doit pas contenir ni de bactéries ni d'endotoxines. Et donc, c'est un risque important avec ces techniques. Et sur les circuits de générateurs où on fait du continu, toutes les petites flèches jaunes, là, c'est tous les points d'entrée potentiels sur des manipulations qui ne seraient pas aseptiques. Et donc ça, c'est la théorie, mais en pratique, ça existe. Il y a peu d'études qui ont regardé ça, mais il y en a au moins une qui a étudié sur des circuits de techniques continues les colonisations bactériennes et la présence d'endotoxines, voire même de biofilms. Bon, il y a 24 circuits, une durée de vie des circuits de 34 heures. Vous voyez qu'il y a quand même 9 circuits contaminés par des bactéries, 9 avec des endotoxines, et puis même du biofilm. Donc même quand vous changez les poches, il faut faire attention aux manipulations. Ce qu'il faut éviter, c'est trop de déplétion. Alors ça, on ne sait pas très bien comment gérer, et puis ça, c'est surtout les docteurs qui déterminent combien il va falloir enlever d'eau ou pas. Là, encore une fois, si on veut se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir dépléter le malade, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir essayer de faire un appel d'eau de l'intracellulaire vers l'interstitium, puis ce qu'on appelle le refilling, c'est-à-dire le retour liquidien vers les vaisseaux par la lymphe. Et donc, je vous le redis, il faut faire baisser progressivement l'urée et puis mettre du sodium élevé, on va voir ce que c'est tout à l'heure, dans le dialysat si on fait de la dialyse intermittente. Alors pour gérer la déplétion, quelques points. Un truc qu'il faut éviter, c'est que bien souvent on branche le patient, c'est sa première séance et on met systématiquement de la déplétion. Bon, il faut réfléchir un peu, c'est pas parce qu'on branche une machine qui permet de le faire qu'il faut le faire. C'est un peu, est-ce qu'on prescrit ou pas des diurétiques? Voilà, il faut quand même réfléchir, ça ne doit pas être systématique en tous les cas. Chez un patient septique, on va commencer à le dépléter tranquillement quand on sait qu'il est à peu près contrôlé, qu'il n'y a plus trop de problèmes de fuite capillaire, qu'il va pouvoir faire un peu de refilling. On va commencer tranquillement à 100 ou 200 ml par heure de déplétion, et surtout, on va faire ça de façon plutôt prolongée, même si on fait de l'intermittent, on va faire des séances un peu plus longues. La situation n'est pas la même quand on a un patient qui va se présenter là, avec un anasar, qui va plutôt un problème cardiaque, ou alors un patient qui est à la phase de guérison de son sepsis, où là, il ne va plus y avoir trop de fuite. Donc, tous les œdèmes qui sont accumulés en dehors des vaisseaux, ils vont revenir dans les vaisseaux. Donc là, il va en général en OAP, surtout quand on est en train de sevrer de la ventilation. Et là, on va pouvoir faire une déplétion beaucoup plus rapide, plus agressive, d'au moins 500 ml par heure. Le refilling, c'est-à-dire la capacité des liquides à rester dans le secteur vasculaire ou pas, on peut le monitorer. Je dis nous, mais c'est surtout moi. Je fais ça depuis des années. C'est des trucs très simples. On regarde l'hémoconcentration du patient, surtout sur l'hémoglobine. Les protéines, c'est plus compliqué quand ça fuit dans le cas du sepsis. Si l'hémoglobine monte alors qu'on est en train d'enlever de l'eau au patient, ça veut dire qu'il n'a pas de refilling. Ça veut dire qu'on enlève l'eau, puis il n'y en a pas qui revient. Donc ça, ce patient-là, il ne va peut-être pas bien tolérer. Alors, il ne faut pas que le patient il soit en train de saigner parallèlement, parce qu'on ne peut pas interpréter l'hémoglobine. Mais c'est des petits signes qui permettent d'adapter les taux de déplétion. Un petit message encore sur la déplétion. Au secours, le machinolade suit sa tension. Soit vous le faites d'emblée, soit le médecin vous dit arrête la déplétion. Bon, il faut savoir que, alors maintenant on a plein de données là-dessus, que c'est seulement 20% des hypotensions pendant l'épuration extra-rénale qui sont liées à un problème de volémie. Donc, ce n'est pas forcément utile, nécessaire d'arrêter l'ultrafiltration. Ça va retarder peut-être, par exemple, le sevrage de la ventilation. Il faut peut-être se poser d'autres questions. C'est peut-être la noradrénaline qu'il faut monter et pas forcément arrêter l'UF. Il faut préserver la fonction cardiaque. Pour ça, il faut prévenir l'hypokaliémie, pour prévenir les troubles du rythme. Il faut mettre du calcium pour prévenir l'hypocalcémie, parce que ça, on sait que c'est important pour la contractilité cardiaque. Et donc, il va falloir choisir les bons solutés avec les bonnes concentrations. Quand on fait de l'hémodialyse intermittente, donc le sodium élevé, c'est 145 à 150. On ne met jamais zéro de potassium parce qu'on a une clairance élevée et on va avoir un risque majeur d'hypokaliémie. Donc, on met 3 à 4
millimoles. Même si on a une hyperkaliémie sévère, le gradient sera suffisant. Si on a même 9 de kaliémie, au contraire, ça va être par diffusion, ça va être très bien éliminé. On met du calcium, 1,5 millimoles par litre. Pour les techniques avec poche, pour le dialysat et la réinjection, on n'a pas forcément tous les choix possibles. Ça dépend des poches qu'on va choisir. Mais le sodium, on ne peut pas trop choisir. Le potassium, on peut mettre jusqu'à 4 millimoles. Donc il faut le faire dès que, même si la kaliémie est normale, il faut commencer d'emblée par 4 de potassium. Et là, le calcium, en général, il est à bonne concentration. Les messages, on prend son temps. On fait une baisse de l'urée progressive. On fait de la déplétion progressive, en tous les cas déjà au début. On surveille la température et l'objectif, c'est pas d'augmentation et pas d'hypothermie. On respecte les règles d'hygiène particulièrement, et ça c'est du vécu, s'il y a des dysfonctions de cathéter, on va dans X fois mobiliser le cathéter, voilà, et là la machine sonne, on nous dit ah merde, le gel hydroalcoolique, voilà. Bon, alors ça c'est un modèle expérimental de septicémie sur cathéter, et c'est une raison supplémentaire pour changer le cathéter qui dysfonctionne. On choisit les bons solutés, on fait attention au sodium, au potassium et au calcium. Et au secours et le fuite sa tension, on ne baisse pas forcément l'UF et on lève les jambes du patient et on attend de voir et on voit déjà si le lever de jambes, ça fait quelque chose ou pas. Voilà, je vais m'arrêter là et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez.